Quand j'y pense, on aura 10 000 fois plus développé Raditz sur internet que dans ce manga. Bonjour, je suis Mayolek et je suis Disneyphile. Disney a été générateur de nombreux méchants marquants, n'est-ce pas? Oui, je recycle mon intro pour Rebelle si je veux. Le studio a su créer de nombreux antagonistes mémorables par leur vilainie qui représentent pour certains leur marque de fabrique numéro 1. Mais ce ne sont pas les gros vilains pas beaux qui m'intéressent aujourd'hui, ce sont les méchants qui arrivent à voir la lumière. Et même s'il existe quelques antagonistes qui se sont rachetés chez Disney, ça reste des cas très rares qui, selon moi, aident peu à illustrer le nouveau ton moral d'actualité plus réaliste que veut se donner Disney ces derniers temps. Même si je reconnais que l'excès inverse est tout aussi discutable. Il existe pour moi plusieurs Disney qui sont davantage desservis par la présence de sales méchants sans vergogne. Car si vous cherchez à dépeindre les mœurs de la réalité véritable, les problèmes réels ne sont pas tous dus principalement à la présence de fiefés félons, ouais. D'ailleurs, pour moi, certains d'entre eux auraient très bien pu ne pas être aussi fiefés que ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va faire un décompte des méchants Disney qui pouvaient être récupérables. Qu'on soit bien d'accord, je ne fais pas ça pour affirmer que le film aurait forcément été meilleur s'il avait suivi cette direction-là. Je ne fais qu'évoquer une voie possible qui, selon moi, présente un fort potentiel. Sans plus attendre, je vous présente le top 10 des méchants Disney récupérables. Numéro 10, Lorenz. Les romantiques battements de mon cœur. Oui, on démarre pas par les plus prestigieux. Au tout début du film, Lorenz me fait sincèrement de la peine. Il essaye de servir et supporter son prince du mieux qu'il peut, sans plaisir, en se faisant gratuitement ridiculiser, et quand on apprend qu'il a passé toute sa vie à être exploité, c'est traité comme une blague. Si tu étais marié, ta petite femme t'exploiterait. Sale enfoiré! Comprenez-moi bien, j'apprécie Naveen, mais son comportement est légèrement déplorable ici. Tout ceci amène le personnage à accepter le deal du grand méchant de façon plutôt compréhensible, je trouve. Et après ça, c'est le sous-fifre guignol. Ah ah ah, regardez-moi, je suis ridicule avec toute cette magie qui ne va jamais comme il faut. Il émet une petite réserve à un moment donné, mais en dehors de ça, il se contente bêtement de suivre le plan sans vraiment montrer de regret, ni qu'on joue réellement sur le passé de pauvre poire qu'il a voulu quitter, en ayant droit à une fin sans cérémonie, sans suivi, sans rien. Étant donné que le film le montre principalement comme guignol de second plan, j'imagine que pour beaucoup, il ne mérite pas d'être approfondi plus que ça. Mais pour moi, son histoire de base promettait bien plus. Sa frustration de départ est totalement légitime et il est pris de court dans un plan qui le dépasse. On pouvait créer du drame sur son insécurité quant à l'échec de sa vie jusqu'alors, voire même créer un vrai dialogue entre lui et Naveen à la fin, qui pourrait jouer sur l'histoire qu'ils ont ensemble et appuyer l'évolution du prince sans souci et égocentrique de départ. Ce qui pouvait conduire à une rédemption du personnage qui regretterait d'avoir succombé à la tentation qu'on lui a apportée au départ. Ça m'aurait sincèrement plus ému que des funérailles de Luciole. Mais clairement pas autant fait rire. C'est dingue qu'une suite Disney Toon ait réussi à bien mieux aborder ce genre de méchantes circonstances qu'un film Disney Animation Studios. Numéro 9, Kron. Bon, maintenant tu me laisses la place. Je pense en avoir dit déjà pas mal là-dessus dans ma critique. On a là un cas très intéressant de meneur auto-persuadé de savoir ce qu'il y a de mieux à faire et entraîné par son autorité, il prend une décision ferme et cruelle en pensant le faire pour le plus grand bien. Mais le jeune héros fringant arrive et montre qu'on peut survivre avec solidarité. La base de ce conflit d'opinion est très bonne, car elle confronte l'optimisme et le fatalisme dans une situation tendue. Et même si je ne suis pas particulièrement content qu'ils aient donné complètement raison à un camp parce que désolé mais le coup du serrons-nous les coudes et ne laissons personne derrière ne marche pas toujours en temps de crise. Mais bon, c'est Disney tout ça, d'accord. Ce qui me mécontente le plus, c'est la façon dont est géré Kron. À aucun moment donné, on a l'impression qu'il se soucie du plus grand bien. On dirait juste qu'il cherche à imposer sa suprématie. Donc ce personnage qui avait une excellente base d'antagoniste profond passe seulement pour un connard. Si on l'avait montré afficher de l'intérêt réel pour le plus grand bien, il aurait pu être bien plus tragique et avoir une conclusion bien plus digne que celle qu'il a eue en finissant par comprendre les erreurs de sa voix vers la fin. Mais le coup du grand frère colérique jaloux, c'était bien aussi... Numéro
8, Edgar. Je suis vraiment navré, madame. Ce type, c'est un peu Lorenz sans facilier. Edgar est un majordome qui semble plutôt apprécier sa situation jusqu'à ce qu'il apprenne que sa maîtresse de maison ne l'a pas accouché sur son testament en faveur de ses chats. Je les lègue à mes chats. À vos chats. C'est ridicule à plusieurs niveaux, mais j'aurai toute l'occasion de m'en plaindre en détail le moment venu. Et la réaction logique est d'éliminer les chats aussi secs. Là aussi, ridicule, le moment venu, tout ça. Et donc, on a un mec qui est pris par sa frustration et s'en prend aux animaux qui en sont à l'origine, sans le savoir ni le vouloir. Sur le principe, il y a un côté très intéressant là-dedans, en termes d'injustice qui engendre l'injustice. Sauf que c'est pas vraiment traité au sérieux. Edgar est un méchant guignolesque qui, une fois sa résolution prise, n'évolue pas d'un poil alors qu'on sentait une petite bienveillance possible chez lui au départ. D'accord, c'est loin d'être le seul méchant ridicule entre guillemets que Disney a créé, mais même là, il est dans le bas du panier. Et ce qui aurait pu donner plus de poids à ce personnage, ça aurait été qu'il se rende compte de son erreur. Qu'il comprenne que sa réaction était excessive, qu'elle a causé beaucoup de peine et qu'il la regrette. Ça peut arriver à tout le monde de prendre une décision grave dans un moment de faiblesse et de le regretter après coup. Et Edgar avait vraiment de quoi correspondre à ça. Au lieu de vouloir couvrir ses traces dans une scène de remplissage un peu inutile, on aurait pu le faire réaliser qu'il est allé trop loin et partir en quête des chats. On aurait fait quelque chose de plus qu'un méchant cupide gaguesque qui a très peu pour lui. Bon, je reconnais que ça aurait enlevé la grande scène de combat de fin. Mais c'est un sacrifice que j'aurais été prêt à faire. Surtout si ça pouvait étoffer un peu un antagoniste sans profondeur en étant raccord avec l'image affable qu'il affiche au tout début. Numéro 7, c'est quoi son nom déjà? Jackson Storm, voilà. Pas du tout crâneur. Les méchants de la franchise Cars sont, disons, assez plats. Et pour l'opus que pas mal de gens qualifient de plus mature de la saga, je ne suis respectueusement pas d'accord, vous auriez pu aller un peu plus loin avec le vôtre. C'est le 3e coureur prétentieux et antipathique de la saga jusque-là, et il n'a aucune nouveauté pour lui, à part le fait d'être jeune. Wow, pas tant à la fois, s'il vous plaît. Et le truc, c'est qu'il représente quelque chose d'assez fort pour Flash McQueen, la nouvelle génération qui commence à le remplacer. Dans la morale que le film veut faire passer, toutes les jeunes voitures dont il est le représentant ont un rôle assez pivot. Donc, est-ce que c'était trop vous demander de le rendre un chouïa complexe en soi? Ce film n'a pas besoin de sale gros méchant qui se fait rabattre le caquet par le héros à la fin. En faire un simple antagoniste représentatif de la nouvelle vague suffisait amplement. En fait, tout comme Cruz Ramirez, on aurait pu lui donner un certain respect des anciens qui l'ont inspiré et lui donner une vraie humilité dans la défaite. Vous vous rendez compte que ce champion a été mon idole pendant des années, j'ai même envie de dire de très nombreuses années. Un vieux. Disney a prouvé qu'il pouvait faire des histoires sans grand méchant et en fourrer un pour créer du conflit superflu n'est pas l'apanage d'une grande écriture. Mais si à la fin vous aviez montré que derrière ce jeune adversaire prétentieux il y avait quelqu'un capable de faire preuve d'empathie, ça aurait davantage servi votre intrigue. C'est dingue que même Cars 2 arrive à mieux comprendre ça. Merde, on aurait même pu faire un parallèle entre lui et Flash qui était un peu comme lui à ses débuts. Mais apparemment, tous les films de cette franchise doivent remplir une clause méchant unidimensionnelle dans leur cahier des charges. Numéro 6, Bellwether. Je fais rarement des choses aussi excitantes. Créer des méchants surprises, ce n'est pas une mauvaise chose en soi, mais ça se devient un peu quand on en profite à peine. Bellwether est l'adjointe au maire qui aide notre héroïne dans sa mission en aiguillant la situation qui la mettra au pouvoir. Et ses raisons de faire tout ça sont répréhensibles, mais parfaitement compréhensibles. Comme je l'ai dit avant, Zootopie dépeint la discrimination dans un cadre qui offre un parallèle bien pensé, et Bellwether en est une très bonne illustration. Même si elle a un poste à responsabilité, elle est traitée plus bactère parce que c'est un mouton, une proie pas très bien taillée, et c'est cette considération qui l'a amené à la jouer œil pour œil, dent pour dent, en diabolisant les prédateurs privilégiés et en échangeant les rôles de paria au sein de la société. Si elle le fait, c'est parce qu'elle est aigrie par le système et n'a pas trouvé, voire cherché de solutions pacifiques pour y remédier. Et comment on nous le présente dans le film? On est sous-estimé, on est sous-considéré. Vous n'en avez pas assez de tout ça. Voilà, une réplique balancée, histoire de... Le moment où on révèle qu'elle est derrière tout ça fait tellement rusher, tout s'enchaîne très vite à ce moment-là, et donc non seulement on n'a pas le temps de profiter d'elle en tant que méchante, mais surtout on prend à peine le temps de souligner ce qu'elle a enduré pour avoir cet état d'esprit.
Toutes ces brimades, ces moments durs, cette frustration qu'elle a ressentie, on n'appuie rien de tout ça à la fin. C'est juste la sale méchante qu'il faut stopper parce que nya. Ce personnage est tellement expédié à la fin qu'il ne me fait ressentir que dalle, alors qu'il avait vraiment de quoi. On aurait pu insister sur la peine qu'elle a ressentie en étant rabaissée toute sa vie à ce moment-là. On aurait pu en faire autre chose qu'un bête méchant surprise qui balance son plan et se fait coffrer en 3 minutes. On aurait pu créer de l'émotion autour de sa condition et surtout, on aurait pu la faire se racheter. Ce discours bateau que Judy adresse à la toute fin directement au public, on aurait pu, selon moi, lui donner bien plus de poids si elle l'avait adressé à Bellwether pour la convaincre qu'il y a une autre voie que ses méthodes, que la haine n'a pas forcément à engendrer la haine. Car pour un film censé prêcher la tolérance, je trouve que vous avez vous-même tendance à condamner certaines actions sans chercher plus loin. Oh, c'était parfait. Numéro 5, Renaud. Toujours pas fan de ce petit con. Bon, on va pas trop parler de la version du premier film, c'est juste un sale enfoiré qui veut tirer son coup. Mais faut dire qu'ils ont clairement essayé de coller à ça dans leur midquel, et pour une fois, j'aurais pas été contre que vous soyez un peu leste sur la continuité. Parce que suivre un fan emmerdeur qui ne vole pas plus haut que ça ne me procure aucun plaisir particulier. Qu'est-ce que ça doit être dur d'avoir un père qui a tellement honte de toi qu'il n'hésite pas à t'abandonner. C'est limite si à un moment il lui aurait pas fait dire « Alors, ça fait quoi de perdre sa mère? Je suis bien content de pas être orphelin, moi !» Au début, c'est un crâneur qui essaye de se mettre en valeur, et s'il en ressort antipathique, ça ne le rend pas particulièrement irrécupérable. On aurait pu, au fil du film, le montrer compatir avec certains des coups durs que vit Bambi. À nouveau, un film comme Cars 2 sait faire ça, et faire équipe avec lui au moment où ils doivent faire face à des chiens de chasse. Il y avait moyen de créer une relation ennemi-ami qui partait sur de mauvaises bases, tout à fait satisfaisante entre eux. Son besoin de rabaisser les autres aurait pu être une marque d'insécurité, et il aurait très bien pu apprendre à gagner en maturité au fur et à mesure des événements. Mais je sais que j'en demande beaucoup à Disney Toon. C'est plus facile de créer un enfoiré de service détestable histoire de bien donner une cible à huer aux petits-enfants et à ridiculiser à la fin. Mais le premier film ne s'est pas reposé sur des personnages de ce genre, et c'est en partie pour cette raison que cette suite, malgré toutes ses bonnes intentions, n'arrive pas à l'égaler pour moi. Numéro 4, Marina Del Rey. Non, merci, ça ira. Un peu comme pour Lawrence, j'ai de la peine pour le personnage au début. Elle fait un travail qui lui déplaît, elle a très peu de reconnaissance, et elle voudrait un meilleur poste, ce qui est preuve d'ambition. Et plutôt que de créer un drame assez facile autour de cette situation, on décide d'en faire, vous l'avez deviné, une guignole. Oui, c'est un peu un thème récurrent dans cette liste. Il y avait vraiment moyen de jouer sur la frustration du personnage. Toutes les décisions qu'elle prend jusqu'aux 2/3 du film sont vaches, mais n'ont rien de hautement répréhensible. Et une fois de plus, c'est une histoire qui, de base, n'a pas besoin de méchants de service. Le conflit principal tourne autour de la musique, et Marina n'est qu'un des intervenants là-dedans. Un intervenant qui pourrait évoluer de façon totalement différente à la fin. Si elle s'est retrouvée à ce poste, c'est bien pour une raison. Le piston. On va dire que c'est pas ça. Peut-être qu'en découvrant la peine que l'interdiction de chanter cause aux filles dont elle s'est occupée, ça aurait pu la toucher. Peut-être qu'en étant à son nouveau poste à responsabilité, elle aurait pu se rendre compte qu'elle n'a pas réellement atteint le bonheur qu'elle s'imaginait. Peut-être qu'en l'aidant à apercevoir une meilleure voie, Casimir aurait pu ne pas être un personnage inutile. Mais à la place, on va plutôt la faire virer tarée sans raison. Eh bien, elle aussi, nous l'éliminerons. Il y avait clairement un potentiel de rédemption ici, et un développement possible dans la relation entre elle et les filles de Triton. Filles qui ont grandi sans connaître leur mère et qui auraient pu trouver auprès d'elle, après certaines concessions, une pseudo-mère de substitution. Et si vous tenez à garder votre côté lol, il n'y avait pas besoin de mettre à la trappe son excentricité pour ça. En termes de potentiel gâché, ce personnage mérite amplement sa 4e place. D'ailleurs, pour rester sur la petite sirène, numéro 3, Morgana. Je l'ai déjà dit, le concept autour de Morgana n'est pas inintéressant du tout, même si le perso sort de nulle part. Elle souffre la comparaison avec sa sœur davantage considérée et veut prouver sa valeur en arrivant à faire ce qu'elle n'a pas réussi. Regarde ça, maman!
Qui est ta préférée maintenant? Mais ça ne va pas plus loin que ça. C'est majoritairement la sale vilaine pas belle tout au long du film qui ne fait qu'échafauder un mauvais plan à la Ursula Bis. Disney Toon et le recyclage, tout un art. Et étant donné que ça se résume presque à une copie de ce que le premier film a fait, ça passe sans laisser d'impact. Ce qui est fort dommage car on pouvait bien mieux exploiter un passé comme le sien. Ce qu'elle semble rechercher au départ, plus que la vengeance, c'est la reconnaissance. Et étant donné qu'elle a vécu dans une situation familiale assez néfaste, la voie mégalomaniaque du mal semble la seule à s'offrir à elle. Mais ce n'est pas la seule qu'elle peut emprunter. Il y a un passage intéressant où elle se reconnaît dans le lien difficile entre Mélodie et sa mère. Oh, tu n'es pas la seule à avoir une mère qui ne peut pas te comprendre. Oui, crois-moi. Et très honnêtement, on aurait pu exploiter et développer ça de façon à ce que notre héroïne l'influence pour qu'elle comprenne qu'elle n'a pas besoin de la méchanceté pour trouver le bonheur qu'elle recherche. Un petit peu comme l'a fait Maléfique, mais en bien et sans foutre en l'air un personnage iconique. On aurait pu la montrer s'attacher petit à petit à cet enfant qu'elle essaye de manipuler et finir par être tiraillée entre son désir de pouvoir et son amitié naissante. En montrant ainsi que le repentir peut venir des endroits les plus improbables et qu'on n'est pas forcément voué à suivre l'héritage laissé par la famille. Là aussi, un autre film Disney l'a fait. Le film aurait pu jouer sur nos attentes en nous faisant croire au début à un bête repompage d'Ursula pour partir à la fin sur quelque chose d'inédit. Ça nous aurait donné un personnage bien plus complexe qu'au premier abord, qui aurait, à mes yeux, grandement élevé le scénario de cette suite. Te caille pas les écailles, mon goujon. Numéro 2, Hans. Si seulement quelqu'un était amoureux de vous. Je reconnais que faire de lui un méchant surprise n'a rien de mauvais sur le principe, mais dans les faits, ça reste discutablement mis en scène pour moi. Nous avons prononcé nos vœux de mariage. Avant qu'elle ne s'éteigne dans mes bras. Et elle a aussi dit avant de mourir qu'elle était d'accord pour qu'on soit un couple libéré. C'est pour ça que je ne trahirai pas sa mémoire si je couche avec une autre demain soir. J'en ai déjà parlé assez en détail, donc je ne vais pas trop m'étendre sur ce point. Hans aurait été un antagoniste bien plus intéressant pour moi si ses motivations en fin de film n'avaient pas été pour sa pomme, mais pour le besoin d'Arendelle. Ça aurait totalement collé avec la facette digne et altruiste qu'il montre durant le reste du film, sans dénaturer le conflit qu'il apporterait. Et avec ce genre de motivation, ça lui donnerait bien plus la place de se racheter. Dans une interview, le comédien qui le double a annoncé que son personnage pourrait avoir sa rédemption dans la suite. They're like, no, we have an idea. We want to bring you back. We want to redeem you. Et si cette idée m'enchante beaucoup sur le principe, je trouve qu'elle aurait eu plus de terrain sur lequel tenir si le personnage avait eu des intentions plus nobles. Néanmoins, c'est une direction qui, je l'espère vraiment, sera confirmée, car je ne suis pas particulièrement fan des méchants à la James Bond dans un film de fantasy. Vous ne vous en tirez pas comme ça. Oh. Désolé, c'est déjà fait. Avant de passer au numéro 1, une petite mention honorable pour Helga. T'avais vraiment de quoi être une héroïne et ta rédemption à la fin n'aurait pas été plus illogique que celle des autres. Mais tu n'étais pas assez gimmickesque pour ce film, ça aura été ton erreur. Quoi qu'il en soit, le méchant au plus grand potentiel d'être récupérable est Charles Muntz. Allez-y, crachez le morceau. Le plus gros gâchis du film pour moi. Charles Muntz représente quelque chose d'énorme pour notre protagoniste. C'est son héros d'enfance, le modèle qui les a réunis, lui et sa femme. Et même en termes de thème, il représente l'obsession néfaste, l'acharnement sur le passé, chose que Icarde en ce moment même. Et comme beaucoup de choses dans ce film, c'est illustré de façon très discutable. En nous montrant un mec qui a complètement viré zinzin en butant tous les types qui passaient dans le coin par soupçon et en se faisant une armée de chiens qui parlent. La subtilité prend bien cher dans son cul là. Et une fois qu'il est dévoilé que c'est un méchant, son nom et ce qu'il représente pour notre héros ne signifie plus rien. C'est le gros vilain braconnier qui doit être stoppé pour le bien de la nature, emballer ses pesées, faut pas chercher plus loin. Ce personnage promettait tellement plus. On pouvait vraiment jouer sur le parallèle entre lui et Karl, appuyer la tragédie du personnage, son obstination qui le ronge, sa rage qui a pris le pas sur la personne posée qu'il était avant et qui l'a amené à gâcher une grande partie de sa vie à suivre une obsession. C'est un personnage tellement tragique sur le papier et on l'a traité comme un putain de méchant chasseur lambda. Lorsque Karl a réalisé que vivre dans le passé n'est pas la voie à suivre, il aurait pu essayer de lui faire retrouver ses sens en lui faisant comprendre la même chose. C'était une fin envisagée au départ pour le film. You have no idea what it means to lose something. I do. I lost everything. I lost my wife.
Mais ils n'en ont rien fait, ils ont préféré faire une bête chute dans le vide, vide de sens, comme ça n'a jamais été fait avant par Disney. La force d'une rédemption dépend de jusqu'où est allé le personnage et de l'effort qu'il doit faire pour en revenir. Et dans le cas de Muntz, ça aurait pu promettre une rédemption puissante. On aurait pu lui créer une fin digne de celle du Docteur Octopus dans Spider-Man 2 et en faire un des antagonistes les plus poignants que Disney ait jamais fait. Mais à la place, on nous sert du générique. Le plus grand chef-d'œuvre Pixar. De toutes ces histoires, la vôtre est de loin la meilleure et j'ai hâte de savoir comment elle se termine. Est-ce que ces changements auraient fait de meilleurs films en fin de compte? On ne le saura jamais. Ce qu'on ne va pas tarder à savoir, par contre, c'est si je vais être capable de tacler les films les plus délicats à traiter pour moi. À la prochaine, et n'oubliez pas d'être Disneyphile. It's not a cry that you hear at night. It's not somebody who's seen the light. C'est assez frustrant de voir que la personne qui méritait une rédemption n'y a pas eu droit et que celle qui n'en méritait pas en a une.